essayons d'avoir une réflexion cohérente, prenant en compte tous les paramètres qui ont structuré le modèle de vie qu'on a sur notre planète. Ce qui me caractérise, depuis 40 ans, je travaille sur ce que j'appelle les solutions alternatives en santé animale, et j'essaye de définir quelles sont les conditions à remplir pour avoir un état stable de bonne santé. Et là, il n'y a que, j'allais dire, 3 grandes directions que je vais vous indiquer. La première est qu'il y a un ensemble de mécanismes qui assurent ce que l'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la régulation du milieu intérieur. Et cette homéostasie va passer par des moyens simples qui sont l'abreuvement, l'alimentation, le bien-être animal, par le biais de mécanismes qui sont en particulier le système neurovégétatif, les systèmes hormonaux, le système nerveux central, les émonctoires, qui sont là pour réguler ce milieu intérieur. Donc on a ici cette constance qui est importante parce qu'il faut garder des paramètres qui évoluent dans une plage mais qui ne s'écartent pas trop des extrêmes. Deuxième moyen auquel je tiens beaucoup et qui aujourd'hui fait ma singularité, c'est la façon dont un individu va se protéger des agressions biotiques. Tous les vivants de toutes sortes, petits et grands, qui peuvent l'agresser, il va y répondre avec le système immunitaire. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, ce système immunitaire est très malmené et qu'on en a une vision complètement déformée parce qu'on essaye toujours de mettre en avant le rôle des vaccins, alors que je pense que globalement, dans la fonction du système immunitaire, le vaccin ne répond qu'à peu près à 2% des capacités du système immunitaire. Donc il faut ne pas oublier les 98% restants. Et enfin, la dernière partie du trépied de la vie, ce sont les relations que l'on entretient avec les micro-organismes ambiants, qu'ils soient externes à l'animal ou qu'ils soient internes à l'animal. Et c'est sur ce sujet-là qu'on va aujourd'hui plancher en disant, voyons voir sur ce 3e point, quelles sont les relations qu'on entretient avec les micro-organismes. Je fais un petit rappel pour vous dire quels sont justement ces micro-organismes que je vais appeler microbes parce que ça nous simplifiera la vie. Les plus importants, ce sont les bactéries. En quelques mots de définition, micro-organismes qui ont une taille qui varie en gros de 10 à 100 microns, qui sont, j'allais dire, en nombre les plus importants. Il y a aujourd'hui à peu près 80% des micro-organismes qui sont représentés par les bactéries, qui représentent un nombre faramineux de 10 puissance 30. Si je vous le donne comparativement, ça fait en termes de poids 1,5 fois le poids de la forêt amazonienne. Et si je le fais, alors comme elle se rétrécit, ma mesure va évoluer au fur et à mesure dans le temps, mais si je le fais par rapport au poids de l'humanité, on est à peu près à 25 fois le poids de l'humanité. Donc les bactéries sont en nombre et en poids plus importantes que nous. Et ce sont des micro-organismes qui sont autonomes. Donc je reviendrai tout à l'heure pour vous les décrire. Les deuxièmes types de microbes, ce sont les virus, qui eux représentent à peu près globalement sur l'effectif 15% de l'effectif. Virus qui eux ne sont plus autonomes, qui sont donc des éléments vivants, mais dont on ne sait jamais s'ils sont à la limite entre le vivant et l'inerte, parce qu'ils sont des parasites intracellulaires obligatoires. Et je crois qu'on n'a pas fini de parler d'eux, parce que là, on ne commence que notre histoire et notre exploration par rapport à eux, et en particulier, certains sont capables de parasiter la première catégorie, ce sont les bactériophages qui semblent, j'allais dire annoncer, je ne vais pas déflorer le sujet puisque je crois qu'il fera partie de l'intervention de l'an prochain, mais pourrait être une alternative intéressante à l'abandon ou plutôt à la restriction dans l'usage des antibiotiques. Les bactériophages sont nos amis, il faut apprendre à les connaître, apprendre ensuite à les utiliser à bon escient. Et puis, dernier point, on n'en parle pas beaucoup d'eux, mais ils sont fort utiles, ce sont les champignons unicellulaires qui sont eux aussi autonomes et qui vont jouer un rôle, je trouve, très important dans le recyclage de la matière organique. Ce sont eux qui bouclent la boucle et qui nous remettent à disposition des éléments de reconstruction.
Et ils sont aussi quelquefois importants dans certaines flores. C'est le cas en particulier des ruminants, où là, dans la panse du rumen, s'il n'y avait pas ces champignons pour commencer la dégradation de la cellulose, les bactéries ne seraient pas capables d'aller jusqu'au bout de cette dégradation. Donc tout le monde est utile. Mon propos va surtout se recentrer sur la partie bactéries, parce que c'est celle qu'on commence à mieux connaître, on se sent un peu plus à l'aise. Et là encore, je vais vous faire quelques rappels pour comprendre là où on veut en venir, et vous expliquer un peu à quoi ressemble une bactérie, qu'est-ce qu'elle a. Alors je vais vous commenter le schéma qui est là, et dans les choses qui nous intéressent, d'abord vous avez la paroi qui est complexe, avec des constructions qui varient, et qu'on a pris l'habitude de classer selon la coloration, en grammes plus et en grammes moins, parce que ça facilite jusqu'à maintenant un usage qui est celui des antibiotiques. Vous avez des antibiotiques spécialisés pour telle ou telle catégorie de bactéries, et la grande classification, c'est grammes plus, grammes moins. Le deuxième point à commenter, ce sont la capacité de multiplication des bactéries. Les bactéries ont une caractéristique, elles sont dans l'embranchement qu'on appelle celui des prokaryotes, c'est-à-dire des êtres unicellulaires où le noyau n'a pas de membrane. Vous voyez, on vous a dessiné là grossièrement un chromosome, mais il n'y a pas autour cette membrane qu'on serait en droit d'attendre chez les eucaryotes, c'est-à-dire nous par exemple. Et les bactéries se multiplient à un rythme d'une génération toutes les 20 minutes. Alors ça paraît peinard comme ça dans un premier temps, mais quand vous calculez à combien de générations on arrive au bout de 24 heures, eh bien vous êtes sur du 10 puissance 15 ou quelque chose comme ça. Donc ça va finalement très vite. Ce sont des populations qui théoriquement sont exponentielles, mais on verra qu'il y a des facteurs limitants et c'est heureux, sinon on serait débordé en permanence. Autre point, et qui reprend un petit peu ce qui a été évoqué hier, il existe un dispositif ici qui permet aux bactéries de s'accrocher à leur support et qui est typiquement des microvillosités qui ont une constitution de colloïdes et qui leur permet d'adhérer au support. C'est fondamental. Ce point-là, on l'avait toujours négligé. On avait toujours considéré que les bactéries se baladaient partout, ce qu'on appelle aujourd'hui des bactéries planctoniques, alors qu'en réalité, elles viennent s'accrocher sur un support et toute leur histoire commence là-dessus. Donc cette partie-là est importante à connaître. Les bactéries, malheureusement, émettent pour certaines des poisons qui sont très violents et qui, la plupart du temps, sont les responsables des pathologies constatées. On appelle ça des toxines et il existe, et c'est une préoccupation pour moi prioritaire dans l'examen d'un animal malade, une évaluation du degré de libération des toxines, parce que quand il y a toxines, il y a, j'allais dire, déséquilibre dans le combat. Immédiatement, le malade cesse d'être performant dans sa réaction, dans ses moyens, dans sa mobilisation des moyens de défense, et il y a une urgence à éliminer les toxines. Alors, je vais en donner un exemple qui est un exemple extrême, mais très intéressant, c'est la toxine tétanique. Quand vous avez une petite piqûre plutôt profonde, le germe du tétanos, qui est un bacille anaérobie, va se développer au fond de la plaie. La plaie va être absolument minime, insignifiante, et vous pouvez mourir de cette action et de ce développement du bacille tétanique parce qu'il a une toxine qui est paralysante, donc neurotoxique, qui va provoquer la paralysie des muscles de la respiration, et on va mourir asphyxié, alors qu'en réalité, la plaie est d'une très grande banalité. Voilà, c'est ça la notion de toxine qu'il ne faut pas perdre de vue. L'autre caractéristique des bactéries, qui est une caractéristique qu'on ne retrouve pas dans nos cellules à nous, dans les cellules de mammifères en particulier, vous avez ce point-là qu'on appelle une plasmide, qui est un moyen pour la bactérie de récupérer des informations environnementales et qui est donc un modèle de type ADN, pour les intégrer ensuite à son génome, ce qui lui permet en permanence de muter.
les bactéries, eh bien oui, changent d'identité, et on en a une qui est vraiment le record toute direction, c'est Escherichia coli, qui sert souvent de modèle au niveau du laboratoire pour comprendre les multiples visages des bactéries. Escherichia coli est capable de muter en gros toutes les 48 heures, et donc de s'adapter à tous les écosystèmes. Et quand on fait un prélèvement, et c'est là où c'est quelquefois ridicule nos pratiques de bactériologie, vous retrouvez systématiquement Escherichia coli dans tous les prélèvements. Il n'y a pas d'endroit qui échappe à cette bactérie parce qu'elle est d'une adaptabilité remarquable, elle mute en permanence. Enfin, dernier point, certaines bactéries sont munies je me trompe, les bactéries sont toutes munies d'organites intracellulaires qui assurent leur autonomie. Ce sont les ribosomes, ce sont surtout les mitochondries, je reviendrai beaucoup sur ce thème-là, qui sont en gros les petits moteurs où se construisent les éléments de construction et de distribution de l'énergie, c'est-à-dire l'ATP. Les bactéries sont bien pourvues de mitochondries. Alors, encore un petit rappel avant de rentrer définitivement dans le sujet, pour vous rappeler que la bactériologie, dont on peut dire qu'elle est née à peu près avec Pasteur, est restée figée dans une approche, Jean-Yves l'a dit tout à l'heure, très statique depuis à peu près 150 ans, et qu'on continue à avoir cette approche-là. Par exemple, en bactériaux, eh bien, on reste très classiquement sur l'idée qu'il faut avoir un milieu de culture pour sélectionner une bactérie. Et j'allais dire, mais c'est complètement idiot, alors que depuis 150 ans, on ne fonctionne que là-dessus. Ça veut dire que peut-être qu'on peut y trouver un intérêt dans l'identification, mais ça veut dire qu'on est sur un milieu totalement artificiel. C'est nos milieux de culture, et on est dans des conditions où on isole une bactérie, alors qu'en réalité, je vais vous montrer que les bactéries ne peuvent fonctionner que dans leurs interrelations entre elles. Donc, vous voyez, les deux niveaux, j'allais dire, de retrait par rapport à ce qui se passe sur le terrain, cette méthode-là, qui se pratique soit sur des boîtes de pétri qui ici, soit sur des tubes en phase liquide. À chaque fois, vous êtes dans un milieu complètement artificialisé et qui ne rend pas compte de la réalité du terrain. On continue d'ailleurs. Aujourd'hui, on a en particulier en élevage un plan qui s'appelle Éco-Antibio, où les objectifs sont la réduction de l'usage des antibiotiques en élevage de 25% pour encore les 2 années à venir. Il faut être, j'allais dire, au rendez-vous dans 2 ans. On a fait un plan purement comptable de l'antibiothérapie, sans proposer de solutions alternatives. C'est une vraie catastrophe de communication et d'imagination. Et pourtant, je suis assez surpris, sur le terrain, les éleveurs prennent des initiatives parce qu'ils ont très bien compris que si on enlevait les antibiotiques, il fallait trouver d'autres solutions. Donc jusqu'à maintenant, on était bloqué sur cette histoire d'antibiogramme et sur une pratique qui était telle qu'on faisait en première intervention un antibiotique à spectre large qui fait ce qu'on appelle les grammes plus, les grammes moins, et devant un échec, on faisait un prélèvement et on déterminait quel était l'antibiotique susceptible de régler le problème. Cette démarche, elle a un côté ringard comme vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'à chaque fois, on se retrouve devant une liste impressionnante d'antibiotiques efficaces. Rares sont les cas de vraie antibiorésistance caractérisée. Et pourtant, sur le terrain, les antibiotiques ne fonctionnent pas. Alors là, on va essayer de comprendre maintenant pourquoi on a cette incohérence entre ce qu'on a trouvé in vitro, au labo, et ce qui se passe in vivo sur l'animal. Donc, on va maintenant aborder justement l'idée que les bactéries ne vivent pas seules, mais vivent, j'allais dire, en société organisée, qu'on appelle ou des biofilms ou des flores. Et dans ce cadre-là, on commence à comprendre qu'il existe toute une histoire. La première, qui correspond à ce qu'on pourrait appeler la vie nomade des bactéries. Elles sont planctoniques, elles se déplacent dans le milieu, qui peut être par exemple le milieu intestinal,
Et dans cette phase-là, elles ont quand même une capacité de déplacement qui n'est pas nulle du tout. Vous voyez, une bactérie qui fait 50 cm de déplacement en 1 heure, c'est remarquable. C'est comme si nous, on courait en gros à 120 km/h. Donc, elles ne restent pas immobiles dans cette phase-là. La deuxième phase de leur vie est une phase d'adhésion. Et elles vont venir avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, les petits organites, se fixer sur des supports qui vont être soit la muqueuse intestinale, soit la muqueuse respiratoire, soit même la peau, puisque là, on a toute une flore complexe au niveau de la peau, avec différents moyens qui sont, j'allais dire, les moyens qui permettent de faire floculer leur gel colloïdal et qui vont les souder à un support, avec différents types de formes que Marc a évoquées hier. Et là, je pense qu'il y aurait un travail à faire qui serait fabuleux, c'est de comprendre, de venir au secours de nous les biologistes.